47B, nous vous demandons votre position. Alors que son premier film, Une bringue d'enfer avec Kevin Costner, sort en même temps, le deuxième film du réalisateur Kevin Reynolds sort dans l'indifférence générale. J'ai eu moi la chance de le voir à la première séance dans la grande salle, seul comme dans le désert. Un film qui n'en est pas un, mais qui ressemble plus à un uppercut, un penjitan dans la gueule, comme rarement j'en avais vu avant sur le film de genre. Un film radical, La bête de guerre, qui va raconter la fuite d'un tank soviétique perdu dans le désert afghan après avoir massacré un petit village et qui va devoir subir la vengeance des Moudjahidines. Torture, haine et folie, toute la guerre dans son horreur y est ici résumée. Certains s'en offusqueront comme d'autres jubileront, et dont le restant du film nous voit confinés dans les 3 mètres carrés du tank, la bête du titre, dans lequel 2 hommes vont se confronter. Konstantin Koverchenko d'un côté qui est dégoûté des actions commises, mais qui reste une jeune recrue, essayant de tenir tête à son supérieur, Daskal, vrai vétéran de la guerre, qui en a vu et fait trop pour le parti qu'il vénère, brutal en tout. Avance. Dès les premières minutes du film, l'équipe du tank va nous être montrée comme des êtres brutaux qui empoisonnent les puits d'eau, écrasent les moindres murs, tuent sans regret femmes et enfants. Bref, un carnage, même le bétail n'est pas épargné. Constantin va alors être laissé dans le désert et être récupéré par les Moudjahidines vengeurs. Un film à la tension permanente, un quasi-remake d'ailleurs de son premier film, au titre français débile, Une bringue d'enfer, alors que le vrai titre, Fandango en VO, est beaucoup plus marquant, avec 5 personnes dans un véhicule, traversant le désert, se posant des questions existentielles et dont les 2 héros rentrent en conflit. C'est débile, arrête! Kaminski, arrête! C'est Steven Spielberg qui va découvrir le jeune réalisateur via son premier court-métrage Proof qu'il lui a envoyé et qui va demander à lui proposer d'en faire un long-métrage, ce Fandango donc, dans une production Amblin qui finalement ne sortira pas aux États-Unis et sortira avec quelques temps de retard en France, 4 ans, parce que trop réel pour tonton Spielberg pour les États-Unis, occupé qu'il était sur le second Indiana Jones. Une sortie donc avec les premiers succès en France de Kevin Costner en salle, comme Sens unique de Roger Donaldson et surtout Les Incorruptibles de Brian De Palma. Il ne s'arrête pas à Une bringue d'enfer et bien sûr de La bête de guerre, il écrit aussi un scénario de thèse, Ten Soldier, qui va devenir L'Aube rouge porté à l'écran en 1984 par John Milius. Kevin Reynolds lui reniera la version du metteur en scène sur son script. Puis c'est de nouveau la rencontre avec Kevin Costner sur le Robin des Bois, Prince des voleurs, en 1991, que certains considèrent comme un grand film, d'autres pas mieux filmé qu'un épisode de Plus belle la vie, mais quand on a le cul devant les yeux, comment comprendre le cinéma? Puis Rapa Nui que Costner va produire. Reynolds aidera d'ailleurs le Kevin à filmer la séquence des buffles sur Danse avec les loups. Puis c'est le Waterworld pour Universal qui sera un énorme four financier et va brouiller un temps les 2 hommes qui se retrouveront enfin sur la très bonne mini-série Hatfield & McCoy avec Kevin Costner et Bill Paxton. Reynolds tournera 187 codes meurtres, ou La vengeance de Monte Cristo, Tristan et Iseult, ou La résurrection du Christ en 2015. Chef? Mais où on est, merde? J'en sais rien, chef. Reste que le jeune Kevin est fébrile en septembre 88 avec la sortie de La bête de guerre, se demandant si son film va marcher cette fois après la catastrophe de son premier film. Un fan de cinéma qui va très vite aller en salle dès son plus jeune âge et va être complètement emporté, c'est le cas de le dire, par Autant en emporte le vent de Victor Fleming qui va le faire passer du côté des fous de ciné et ne va rêver que d'en faire son métier. Il est toujours d'ailleurs intéressant de voir non seulement les débuts d'un réalisateur, mais en plus qui confirme ici avec un deuxième film. Un scénario qui est tiré de la pièce de théâtre Nanawate de William Mastrosimone qui va adapter lui-même pour ce film, ce mot étant une composante du code d'honneur du peuple Pashtun, le Pashtu Wali qui exige qu'un ennemi qui demande le refuge en prononçant ce mot y ait droit et dont l'auteur en avait aussi écrit un livre. Nanawate. Nanawate. Ils vont passer 1 mois avec Kevin Reynolds pour peaufiner cette histoire. La pièce de théâtre se passait spécifiquement dans le tank. Pour le réalisateur, le travail sera donc de créer les extérieurs et travailler sur une échelle beaucoup plus grande.
De même, tout le monde parle en anglais dans la pièce de théâtre, alors que dans le film, les deux langues sont appliquées. L'auteur William Mastrosimone va trouver l'idée de la pièce en regardant un documentaire en 1980 diffusé à la télévision sur le conflit, où il y voit un garçon de 10 ans dont les mains sont écrasées par un tank. Il en est outré. Foutez-moi ça sous le char. Le film, dans son premier montage d'ailleurs, faisait 3 heures et c'est du côté afghan qu'il y aura le plus de coupes et va choquer tout le monde dès son début, ce qui va déranger bon nombre de spectateurs. Le film sera tourné en Israël et plusieurs véritables chars T-55 ont été utilisés pour le film. Il s'agit de chars qui avaient été capturés par les Israéliens sur les armées arabes. Ils sont désignés comme des TI-67 et ont reçu plusieurs modifications. De ce fait, ils ressemblent beaucoup à des T-62. L'hélicoptère utilisé dans le film, par contre, n'était pas un Mi-8 soviétique, mais bien un aérospatial SA-321 Super Frelon français. À la photographie, c'est Douglas Milson qui avait fait celle du Full Metal Jacket de Stanley Kubrick et qui reviendra sur Robin des Bois, Prince des voleurs, bien sûr de Kevin Reynolds et d'autres films derrière. À croire qu'on lui en veut, il fait partie de ces réalisateurs maudits, mais va se rattraper avec son prochain film Robin des Bois. Mais La Bête de guerre, lui, va sortir 1 mois avant les États-Unis en France, et avec son petit budget de 8 millions, ne rapporte là-bas que 160 000 $ parce qu'il ne sort que dans 2-3 salles par-ci par-là, et presque autant de spectateurs français en France. Un four, le film croulant sous les succès hollywoodiens de l'époque, misère. Même le Blu-ray est à moins de 8 balles, et vous avez le lien en description s'il en reste, au cas où ça vous intéresse. Constantin. 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 Ouais. Han. Constantin. Han. Han. Constantine se retrouvera donc sous un hélicoptère coincé entre deux mondes sans savoir s'il doit rester ou repartir, seul et désespéré, changé à jamais par cette expérience. Continuer sa vie après une telle histoire ne sera pas facile. Comment continuer à vivre quand on est un survivant mais qui semble avoir perdu son âme, maudit par cette histoire et d'avoir participé à tout cela, hanté qu'il est par son acte et de sa responsabilité individuelle. Jason Patric est le fils des comédiens Jason Miller, interprète du père Karras dans L'Exorciste, et Linda Miller, et le petit-fils de Jackie Gleason. Mais si moi je tue ton frère et que je te demande Nanawati, Cela va m'obliger à t'habiller. Autant dire que le cinéma ne pouvait que lui faire la pelle du pied avec sa belle gueule. Il sera remarqué en 1987 dans le Génération perdue de Joel Schumacher et va enchaîner de grands rôles qui seront oubliés parce qu'il a fait une fatale erreur, celle de remplacer Keanu Reeves dans Speed 2 Cap sur le danger, l'infâme bouse suite du premier film réalisé aussi par Yann Debon. Alors pourquoi tu l'as écrasé? parce que j'avais pas le choix. On a toujours le choix. Pourtant, de grands titres sont dans sa filmographie et de grands rôles, comme dans le Rush de Lily Zanuck, le Geronimo de Walter Hill, Sleepers de Barry Levinson et surtout, bien sûr, Narc de Joe Carnahan. Il me faut la roquette! Roquette! La Bête de guerre nous montre tout son talent ici et Michel Vigny, à sa voix française, y est comme toujours parfait. Galet de roulement fêlé. On est à court d'essence, la batterie est naze. À Dindom, Jason Patric quand même a partagé la vie des actrices Robin Wright, Julia Roberts, Jennifer Jason Leigh et même le mannequin Kirsty Turlington. C'est un salaud. Au fond, c'est de la vase ou du caillou? Caillou. Un char soviétique T-62 dirigé par le cruel commandant Daskal, habité par le fabuleux Georges Dzunza, et qui décide de mener une opération de représailles sur un village, un véritable massacre qui sera entièrement détruit et la population massacrée. Mes camarades me déposaient au bout d'une corde, au sommet des blindés nazis. Daskal devient vite paranoïaque et commence à imaginer le pire sur certains membres de son équipage. Un homme qui a combattu à Stalingrad et qui a fait subir aux habitants ce qu'il a subi lui avec ses oppresseurs nazis. Je collais des molotovs sous les tourelles et les canons. Georges Dzunza est un de ces acteurs prolifiques que l'on a vu dans plusieurs rôles à la télévision et au cinéma, et l'on peut dire ici que son personnage de la Bête de guerre est un de ses meilleurs rôles. Et après, il m'a monté plein gaz, à 8 ans. Il va jouer dans Le Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, Les Vampires de Salem de Toby Hooper, Sens unique de Roger Donaldson, Chasseur blanc, Cœur noir de Clint Eastwood, Le cher Gus de Basic Instinct de Paul Verhoeven ou le USS Alabama de Tony Scott. Comment ça se fait que c'est nous les nazis cette fois? Comment ça se fait? Et le grand, en plus, Serge Sauvion, qui est à sa voix française, l'homme derrière la voix de Peter Falk dans les Columbo et les films, bien sûr, ou Burt Reynolds et Burt Young.
Taj est joué par Steven Bauer qui retourne dans son village et découvre ruine et souffrance. Son père a été tué, son frère a été martyrisé après avoir été écrasé sous les chenilles du tank russe. Taj devient alors le nouveau Khan du village et n'a plus qu'une idée en tête dorénavant, venger la mort de sa famille. Il va former un groupe de Moudjahidines et poursuivre le tank russe dans la vallée, équipé d'un lance-roquette RPG-7. Steven Bauer est d'ascendance cubaine, allemande et italienne. C'est son rôle de Manny Ribera dans le Scarface de Brian De Palma qui le fait connaître, sa première apparition au cinéma. C'est un cul-de-sac. Un cul-de-sac. On le verra dans Le Voleur de désir de Douglas D. Stewart en tête d'affiche, Le Body Double, toujours de Palma, Peur primale de Gregory Oblit ou Trafic de Steven Soderbergh. Constantin. Il a également interprété le rôle de Don Eladio dans la série télévisée Breaking Bad. On rentre au pays. Oui, dans le char. Anthony Golikov est un jeune soldat du tank qui suit corps et âme leur responsable Daskal, interprété par Stephen Baldwin, n'hésitant pas à massacrer, mais parce que sous ordre et ayant la trouille tout le film, puisque sans expérimentation et qui ne comprend rien à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on décide? Si on se barrait vite fait. Il a 3 frères aînés, ce Stephen dans la vie, William, Daniel et Alexander, ou Alec Baldwin, tous des acteurs. Il joue au cinéma comme à la télévision et même dans des émissions de télé-réalité. C'est ici son premier film, puis on le verra dans le Homeboy de Michael Cérezine, né un 4 juillet d'Oliver Stone, La revanche de Jesse Lee de Mario Van Peebles, Usual Suspects de Brian J'aime les ados Singer et partira dans des directs ou DVD ou des téléfilms. Son collègue, un gros débile, Kaminski, est interprété par Don Harvey qui joue souvent les fumiers, les ordures, les salauds et que l'on a vu dans Creepshow 2 de Michael Gornick, Les Incorruptibles et Outrage de Brian De Palma, Le 58 minutes pour vivre de René Harlin, Relique de Peter Yams, La ligne rouge de Terrence Malick et quelques téléfilms ou séries. C'est dans le film un homme idiot et ultra dangereux, complètement con, mais qui ne peut se rebeller contre son chef ayant peur de se faire buter. En Akbar, c'est un plaisir de retrouver ce cher Kabir Bedi, notre Sandokan de notre enfance, le corsaire noir de Sergio Solima, le voleur de Bagdad de Clive Donner ou le méchant homme de main Gobinda dans le Octopussy de John Glenn. Une filmographie importante et en série et des apparitions sur beaucoup de titres. Il est l'oncle de Taj dans le film et son mentor. Chez nous, ça s'appelle Pashtunali. C'est notre code d'honneur. Et enfin, Eric Avary en Saban, un acteur que l'on ne présente plus et qui a joué dans tellement de gros films en second ou tiers rôle que j'en aurais pour 1 heure. J'avais parlé de lui sur ma vidéo de la momie de Seven Sommers d'ailleurs. Il est ici le traducteur pour Daskal dans le tank, y voyant toute l'horreur de son responsable fou et va en subir les foudres, Daskal devenant paranoïaque et étant persuadé qu'il est un traître. Il va aller bien sûr jusqu'à le buter. Mark Isham, je vous en avais déjà parlé dans les vidéos de Point Break, de Fire in the Sky et bien sûr son Hitcher, superbe et exemplaire, un compositeur atypique mais jamais pris en défaut et qui a la capacité de toujours composer en complète adéquation avec les images jusqu'à trouver le son parfait. Ici encore, c'est bien sûr le cas, s'opposant à tout ce qui a été fait sur les musiques de films de guerre où sa musique définit jusqu'au vent, aux montagnes ou ses ravins profonds. 2 morceaux seulement sur l'album, mais de très longue durée, 24 minutes d'un côté et 23 minutes 30 de l'autre, Badal et Nanawate, qui vont nous transporter de façon étrange comme sa musique, tout en faisant un cauchemar. Chef-d'œuvre avec ses longues plages atmosphériques largement développées sur la longueur qui utilise brillamment quelques guitares électriques et des synthétiseurs parfaits dans leur utilisation, ainsi que quelques percussions orientales ethniques avec un violoncelle et un soliste aux vocalises arabisantes pour les décors afghans. Il n'hésite pas non plus à jouer sur la musique industrielle pour représenter le tank en saturant la guitare électrique par moments. Bref, une musique expérimentale dont la sincère atmosphère que le compositeur fait planer sur le film en est l'âme même et en fait le grand film qu'il est.
Entre les moments agressifs, voire organiques de la musique, une trompette jazzy bienvenue qui nous surprend positivement, un rythme tout en tension, de plus en plus rapide et plein de suspense, tout en donnant parfois des moments de mélancolie pour la rencontre par exemple entre Koverchenko et Tash. Original et expérimental, ne s'asseyant pas sur une musique orchestrale comme beaucoup de films avant lui, Mark Isham prouve encore ici son talent pour laisser la place aux images dont la musique n'est là que pour donner une ambiance et une atmosphère qui est aussi captivante en regardant le film que sur le CD sorti chez IM Records à l'époque, dont le compositeur va en superviser les arrangements. Chef! Un compositeur trop peu cité quand on voit les films sur lesquels il a travaillé, très bien inspiré sur cette décennie, sa musique étant un petit peu moins intéressante dans les années 90 et 2000. RPG, il a, j'en a fait! On y va! Il est inutile de préciser que La Bête de guerre est le chef-d'œuvre de Kevin Reynolds, sûrement un des 10 films de guerre qu'il faut avoir vu dans sa vie. Un bonheur, même si le thème ne se prête pas aux mots, en tout cas un bonheur de cinéma, de vrai cinéma, pur et dur, et qui en plus nous révèle un réalisateur vraiment doué, même s'il n'a pas duré autant que l'on aurait voulu. La narration extraordinaire du film, surtout dans un espace clos pendant les séquences à l'intérieur du tank, nous laisse en pleine tension durant tout le film. De même, les décors, ils sont superbes et nous plongent directement dans cette guerre, ici pamphlet antimilitariste, mais loin de choisir son camp, non, le tank ennemi ne l'est qu'à cause d'un homme et de ceux qui le suivent. Après tout, la guerre sont faites par des hommes. Qui a raison ou qui a tort n'en est fort heureusement pas le propos. Je peux pas surpointer, il le sait, le salaud! Une vraie révélation cinématographique pour moi à l'époque, et c'est tellement rare que son oubli de beaucoup, voire la non-connaissance du film de trop de gens, en est rageant. Un film que l'on peut comparer aux Croix de fer de Sam Peckinpah sur l'humain dans la guerre, les choix à faire et un caractère fort avec notre héros face à une véritable ordure, son supérieur, implacable dans sa brutalité. Kevin Reynolds ne veut pas d'opinion et ne pas en donner, comme je le disais, et comme il l'explique, si le film avait été russe, le point de vue aurait sûrement été différent, l'inverse aussi, bien sûr. Les films américains donnent rarement des films de guerre sur les soviétiques, comme le point de vue d'ailleurs vietnamien sur cette guerre traumatisante. Le film n'intéressera donc pas les Américains et le monde, et j'aurai sûrement très peu de vues sur cette vidéo, d'autant qu'en plus, Gorbatchev à l'époque avait retiré déjà ses troupes, et Reynolds insiste sur le conflit entre le supérieur et Constantine, comme le conflit qu'il montre permettant de voir d'un autre œil la guerre du Vietnam, voyant pour les Américains plus facilement ce qu'ils ont subi par ce film. La violence montrée n'aidera pas non plus au succès, bien sûr, implacable dès le début, presque irregardable. Et le final qui termine le film en semblant de David et Goliath, ce sont les femmes qui gagnent, ce sont les femmes qui arrêtent le tank. Un film qui, pour le réalisateur, est sur la perte de l'innocence, la mort des croyances et bien sûr, comme dans chaque guerre, la confrontation avec le réel. Commençant par une citation de Rudyard Kipling qui exprime la brutalité de la situation comme les Anglais l'ont connue avec les Indes. Kevin Reynolds, même avec ses succès, restera un petit jeune qui finalement ne grandira vraiment jamais et restera dans la liste des réalisateurs dits maudits, rien que par ce film qui sortira dans l'indifférence générale, ce qui est réellement affligeant. Le sujet est fort et reste encore aujourd'hui un putain de grand film, n'essayant jamais de séduire le public et donc de prendre un risque, ce qui est malheureusement rarement payant. Tirez pas! Tirez pas! Une bête de 8 poils sur 6 de guerre obligatoire, un chef-d'œuvre instantané qui laisse un arrière-goût de sang dans la bouche, d'huile de moteur, de sueur et de poussière. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment, et vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits tous les 15 jours sur la musique de film. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref, plein de choses. Je n'ai pas le temps, mais je vais essayer. Vous avez aussi, bien sûr, le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche. Vous recevrez ainsi les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.